Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la perversion narcissique dans sa dimension incestuelle et ou incestueuse. Le pervers narcissique n'a pas atteint la phase oedipienne du développement qui apparaît vers 3 ans jusqu'à 6 ans et donc il n'a pas intégré l'interdit de l'inceste qui est un interdit fondateur de toute société humaine et donc il ne respecte pas les interdits en général et il n'a pas constitué un sens moral. Il se pose plutôt en moraliste, en donneur de leçons pour dominer, exercer sa domination et sa toute-puissance narcissique pour abuser d'autrui. La phase oedipienne du développement est une phase où l'enfant est en conflit avec ses deux parents dans le registre génital de la sexualité. Il a un désir pour le parent du sexe opposé et une haine pour le parent du même sexe. Et donc, c'est important à cette phase du développement d'exprimer à l'enfant un interdit, mais avec bienveillance, et de comprendre que cet enfant a besoin d'entendre cet interdit pour traverser son Oedipe et aller vers d'autres horizons au niveau de sa sexualité. Donc le parent du sexe opposé, s'il a lui-même traversé son Oedipe, peut exprimer cet interdit et donc dire à l'enfant qu'il n'est pas son amoureux, son amoureuse, pour lui permettre d'orienter son attention vers un ailleurs, qu'il aura plus tard un amoureux, une amoureuse. En formulant avec bienveillance cet interdit, le parent permet à l'enfant de construire son identité sexuelle et de développer son sens moral. La phase oedipienne introduit le tiers et permet à l'enfant de sortir d'une relation d'indifférenciation avec l'autre qui est inévitable quand l'enfant est tout petit, n'a pas encore construit son identité, mais en grandissant, la construction de son identité passe par la différenciation et la confrontation donc à cette phase oedipienne. Le pervers narcissique n'a pas atteint cette phase car il est resté captif dans une phase précédente, la phase orale, fusionnelle et anale, le rapport de domination, avec l'autre parent, donc en voulant offrir ou refuser ses selles, et il a été séduit par son parent dans une séduction narcissique. Cette relation de séduction favorisait l'exclusivité et donc il n'y avait pas de tiers. Cette séduction narcissique lui a fait croire qu'il était un dieu. Cette séduction narcissique était une sorte d'idolâtrie réciproque et il s'agissait en fait d'une manipulation. Cette manipulation visait à l'instrumentaliser, à en faire un objet. Mais finalement, l'enfant n'en était pas réellement conscient et il a donc cru à cette flatterie et il y a trouvé un bénéfice. Donc même si c'était de la manipulation, il s'agissait malgré tout d'une sorte d'idéalisation réciproque et cet enfant était chargé finalement de redonner une image rassurante et positive à ce parent séducteur. Il devait le revaloriser, combler son vide intérieur. Cette position flatteuse en apparence lui a fait perdre sa liberté et son autonomie. En réalité, il subissait un abus narcissique, abus émotionnel. Ce parent niait ses émotions, niait ses besoins pour finalement satisfaire ses propres besoins frustrés et c'est ce qu'on appelle l'incestuel. L'incestuel est donc une disqualification des droits de l'enfant, son droit à être lui-même, son droit à exister avec des émotions propres, des besoins propres, des désirs propres, son droit à l'intégrité de sa pensée, son droit à l'autonomie, son droit à la vérité, car cette relation est souvent niée, cachée, son droit à l'intimité personnelle. Cet enfant n'a pas le droit d'avoir une intimité et donc c'est une violence faite à l'enfant malgré
cette idéalisation, cette idolâtrie réciproque, car l'enfant doit jouer auprès de ce parent, finalement, une sorte de rôle de parent, et ce parent se défend ainsi d'un deuil non résolu, un deuil non fait qui a été nié, et l'enfant est chargé de combler ce vide. Par exemple, ça peut être un parent absent durant son enfance, absent soit physiquement, mais ça peut être aussi absent psychologiquement, ou bien un enfant mort précédemment. L'enfant doit remplir le vide avec donc une présence obligée. Et c'est cette obligation qui fait l'abus. Il ne peut croire de ce fait en lui-même, en ses propres désirs, en ses propres pensées. Il absorbe les émotions niées du parent, ses pensées, ses croyances. Et donc, dans cette emprise, il est captif dans une indifférenciation où il n'y a pas de limite entre lui et l'autre. Il subit une effraction psychique et le parent nie cette effraction, il est dans un déni général, qui est aussi le déni de la différence des générations, finalement l'enfant est une sorte de partenaire, une sorte de parent, il y a une confusion totale des générations, un déni des limites aussi, entre soi et l'autre, le déni aussi des limites du corps, et ça se traduit dans le concret, par exemple, par le fait que eh bien, ce parent ne permet pas une intimité, que ce soit dans la chambre, en faisant intrusion à toute heure du jour et de la nuit, ou dans la salle de bain, au moment où l'enfant fait sa toilette et qu'il est devenu capable de se laver seul. Ça peut être aussi l'encouragement à venir dormir dans le lit alors qu'il n'y a pas nécessité. Par exemple, il n'y a pas de moment de panique, de cauchemar qui justifierait un réconfort à ce moment-là, mais plutôt une occasion finalement de fusionner et d'exercer une emprise sur l'enfant. Ça peut être aussi à travers des gestes comme les mains aux fesses, les mains sur la poitrine, ou parfois des blagues salaces qui évoquent clairement la sexualité alors qu'il s'agit de l'enfant. Et c'est pour rire, c'est dit pour rire, mais en réalité, à travers cet humour, eh bien, il y a des messages qui passent d'encouragement finalement à cette relation d'abus et donc une sorte de banalisation de l'abus. Dans cette relation fusionnelle, eh bien, il y a vraiment une destruction de l'enfant puisque il n'y a pas de reconnaissance de sa différence, il n'y a pas de partage, de dialogue, il n'y a pas de sollicitude et il n'y a pas de tendresse, puisque dans cette relation, il y a un contrôle permanent de l'enfant. Dans ce contrôle, il y a une violence sourde qui ne permet pas cette sollicitude, cette tendresse qui est présente dans une relation saine où il y a un respect de l'autre, de sa différence, un respect des limites. La différenciation est perçue comme une menace de mort qui peut se traduire parfois par des phrases comme « si tu me quittes, je meurs ». La métaphore de l'araignée est souvent utilisée chez les patients qui ont été victimes de ces abus. Et cette métaphore évoque bien à travers l'araignée eh bien, la relation d'emprise et l'impossibilité, l'interdit de sortir de l'emprise, de se différencier, le fait d'être paralysé dans la toile, paralysé, incapable finalement d'avoir une pensée propre, de pouvoir s'opposer, incapable de réclamer finalement le droit à la différence. Donc au fond, cette métaphore de l'araignée évoque une sorte de parent prédateur contrôlant l'enfant captif dans sa toile. Cette relation d'idolâtrie peut aboutir à l'inceste. Et quand le parent exerce son emprise, sa domination, eh bien, ça peut aller parfois jusqu'à l'acte sexuel. Et donc, l'abus sexuel s'associe à l'abus narcissique
pour renforcer encore la relation d'emprise. Et là, on observe le traumatisme de l'abus au niveau de la sexualité. Il y a une intrusion au niveau de la région génitale. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de traumatique sur le plan aussi du corps. Ces abus maintiennent l'indifférenciation. Ils interdisent la construction d'une identité personnelle dans le cas de l'incestuel ou d'une identité sexuelle dans le cas de l'inceste. Dans les deux cas, il nie la différence des générations, la différence des êtres, la différence dans tous les registres. Donc ces abus peuvent entraîner parfois à la longue une haine contre le tiers dans le couple du parent abuseur avec l'enfant abusé, une haine contre le monde, mais ça peut aussi être retourné contre le parent à un moment donné, et on voit chez le pervers narcissique cette haine qui peut apparaître, ce désir de vengeance, d'avoir été parasité dans son enfance, et donc finalement vouloir se venger parfois sur un tiers, à son tour, être le prédateur, et donc là il y a identification à l'agresseur, c'est lui à son tour qui devient l'araignée. Il y a des équivalents de l'inceste dans l'incestuel, et ces équivalences passent par des objets. Par exemple, on observe souvent dans ces familles un usage de l'argent très particulier, une menace par exemple de déshériter si l'enfant n'obtempère pas à la volonté d'emprise du parent agresseur. Donc cette menace de déshériter, elle peut s'accompagner de chantage émotionnel, et donc c'est tout au long de la vie de l'enfant qu'il y a ainsi des menaces, du chantage, que ce soit par l'argent ou par un autre moyen. Ça peut être aussi, les équivalents de l'inceste sont parfois des objets gris-gris, des objets qui servent finalement à transmettre ce désir d'emprise. Et ça peut être aussi une activité ritualisée, par exemple la consommation d'alcool. Mais ça peut être aussi la manipulation d'un tiers. Par exemple, utiliser quelqu'un dans l'entourage pour finalement asseoir cette relation d'emprise, cette connivence du parent abuseur avec l'enfant, et montrer au monde que finalement ce couple, eh bien, il a du pouvoir, il peut être résistant, il peut résister à tout, il est contre tout. Eh bien, ça peut être aussi présent, cette manifestation de l'incestuel, à travers des actes médicaux. Le parent abuseur peut par exemple faire de multiples interventions médicales qui ne sont pas nécessaires et qui sont traumatisantes pour l'enfant, qui manifestent à travers l'intervention, finalement, la relation d'emprise, l'abus émotionnel et l'abus narcissique. Donc c'est une disqualification. Il faut percevoir cette dimension de disqualification qui n'est pas évidente, parce que en apparence, eh bien, c'est l'idéalisation qui est présentée au monde, mais cette idéalisation cache une disqualification. Dans le livre de Racamier, l'inceste et l'incestuel, eh bien, Racamier définit l'incestuel comme ce qui, dans la vie psychique, individuelle ou familiale, porte l'empreinte de l'inceste non fantasmé, sans que soient accomplies nécessairement les formes génitales. Donc on voit là, dans cette définition, eh bien, l'expression donc de cette manifestation de l'emprise à travers des équivalents de l'inceste, et donc l'enfant y est un objet qui subit une destruction psychique. Et donc cette destruction psychique, eh bien c'est cela qui explique qu'à l'âge adulte, le pervers narcissique n'est pas capable d'accéder à son intériorité, puisqu'il a été l'objet de cette destruction psychique. Et
avoir accès à son intériorité est vraiment une menace pour lui, puisque ça le replonge dans le traumatisme de l'abus narcissique, émotionnel ou incestuel ou de l'inceste. Et donc dans tous les cas, c'est vraiment une épreuve très difficile à traverser pour lui, qui fait que, eh bien, à tout prix, il va essayer de s'en défendre en utilisant l'autre, en utilisant un tiers pour continuer finalement cette défense contre son intériorité à travers l'emprise, l'instrumentalisation, la destruction de l'identité de l'autre. Il fait finalement à sa proie ce qu'il a subi lui-même. Et donc, cet enfant mort en lui, eh bien, il le nie et il va faire subir la mort psychique à l'autre, cette mort psychique qui a été son expérience en tant qu'enfant dans la relation d'abus émotionnel, l'incestuel ou narcissique, et dans la relation parfois d'abus sexuel, l'inceste. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire le livre de Racamier. Et vous pouvez également lire le livre de Urnie et Stoll, La haine de l'amour, qui va beaucoup plus loin encore dans les explications et dans la définition de ces mécanismes d'abus propres à la perversion narcissique. Donc la perversion narcissique est toujours une relation d'abus, mais cet abus peut parfois être de type incestuel et parfois de type incestueux. Et donc, voilà, si vous voulez comprendre comment l'enfant subit cet abus plus en détail à travers la clinique, Urnie et Stoll explique de nombreux cas, puisqu'ils ont rencontré des couples pervers narcissiques en thérapie, dans leur consultation en sexologie. Et là, ils ont été vraiment confrontés à cette perception de l'abus dans l'enfance des pervers narcissiques. Et cet abus se rejoue, par exemple, dans le couple au niveau de la sexualité. Et donc, là, il y a de nombreuses descriptions de ces vécus de couple. Et vous pourrez en savoir plus. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo. Et je vous dis bonne journée!